Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans les chansons de ma vie sur Radio J, quelqu'un qui fait partie intégrante de nos vies depuis maintenant plus de 60 ans. Dire qu'il est notre invité serait presque un abus de langage, tant il est ici, chez lui. C'est Monsieur Enrico Macias qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui dans notre émission Les chansons de ma vie sur Radio J. Bonjour Enrico, comment ça va? Ça va, Fred. Et vous allez bien? D'habitude, on se tutoie, mais alors là, vraiment... Vous pensez qu'on peut y arriver? Vous pensez qu'on peut y arriver? On va y Ça arriver. va être difficile, hein? Ça va être difficile. Mais ça me rappelle une histoire. Dites-nous. C'est que le président Mitterrand avait un ami très Oui, intime. oui. Et quand il est devenu président, cet ami lui dit... je ne sais pas si on va continuer à se tutoyer ou à se vouvoyer. Et le président Mitterrand lui a répondu, faites comme vous voulez. C'est atroce, c'est atroce. C'est atroce. Je crois pour... C'est cruel. C'est extrêmement cruel. Mais pour préciser votre anecdote, je crois que c'était le garde champêtre qui l'avait vu naître. C'était un très vieux monsieur qui avait vu... Le président Mitterrand avait 65 ans quand il est arrivé au pouvoir. Ce vieux monsieur avait 80... Ce monsieur d'un certain âge avait 85 ans. Il lui dit « François, moi je t'ai vu naître. Je peux te tutoyer comme d'habitude avec l'accent un petit peu rocailleux. » Il lui dit « C'est comme vous voulez. » C'est incroyable. Vous l'avez rencontré. Ça veut dire ferme-la. Vous l'avez rencontré? Oui, je l'ai rencontré. Il vous oui. a tutoyé, vous voyez? Alors, non, je l'ai vouvoyé, bien sûr. Et lui aussi m'a vouvoyé. Il était très vieille France. Oui, très avec un certain comme ça, un certain standing, un Ouais. certain recul sur les choses. Ce que vous n'avez pas du tout. Ce que vous êtes la simplicité même. Et la gentillesse même. Enrico, comment ça va dans cette drôle de période? Une période où on est privé de scène. Vous, pour qui c'est votre vie, la scène? Non seulement c'est ma vie, mais c'est... bien sûr que ma vie, c'est autre chose. C'est la famille, c'est les amis, c'est les petits-enfants, les enfants, mais les amis... Comme vous, j'allais dire comme toi. Vous en êtes un autre. Voilà. Mais c'est vrai que ça me manque terriblement. Voilà. Terriblement. Là vous rentrez d'un voyage il y a quelques semaines. Vous étiez à Dubaï. Oui. On a eu l'honneur sur Radio J d'entendre votre entrée en scène grâce à Frédéric Aziza, qui avait pris un petit peu de votre il de était votre avec discours. nous, il était avec nous. Il m'a fait mourir de rire. Je crois que cette soirée, ça a été magique. Lui là-bas. aussi, qu'on a l'habitude de se tutoyer, et puis d'un coup, il me dit, on va aller faire une interview au moment de déjeuner. Il me dit, alors, monsieur Macias, comment vous vous sentez? Là, je suis parti à rigoler. J'ai dit, c'est pas possible qu'il me parle comme ça. Alors, pour vous, Enrico, ces retrouvailles avec la scène, ça faisait un an que vous n'aviez pas joué, je crois. Et en plus, dans un pays arabe, symboliquement, ça a dû être riche en émotions pour vous. Ben oui, parce que ça coïncidait avec les accords d'Abraham. Voilà. Et moi, dans mes chansons, j'ai tout le temps prôné le rapprochement Toujours. entre les Juifs et les Arabes. Toujours. Et bon, c'est vrai que c'était pour moi une coïncidence symbolique pour moi. Tout le symbole de la paix, de tout ça, venir dans un pays arabe qui venait de faire la paix avec Israël, pour moi, c'était quelque chose C'est magique. de magique. Et ça coïncidait avec mon retour sur scène. Et votre retour en forme, en plus. Et mon retour en forme, parce que j'ai eu des épreuves terribles cette année. Cette Voilà. année, elle n'a pas été très simple. Voilà, c'est derrière vous. Maintenant, tout va bien. Dieu merci, tout va bien. Mais c'est vrai que cette année 2020, vous vous en Mais rappellerez. Fred, est-ce que vous me permettez de raconter une anecdote Je vous en prie. qui nous concerne? Dites-moi. Qui nous concerne. Quand j'étais à l'hôpital. Hospitalisé, oui, tout à fait. Quand j'ai été hospitalisé, Je vois ce que vous avez dit. j'ai reçu un texto de vous, De mon moi-même, cher oui. Fred. J'ai reçu un texto, vous m'avez dit, on va faire la course avec nos... Avec nos fauteuils roulants, effectivement. C'est vrai que je t'avais écrit. J'ai Prépare-toi, trouvé on va ça faire la course. extraordinaire de pouvoir s'amuser Mais bien sûr qu'on s'amuse. de nous-mêmes, quoi. Mais ça a été votre force toute votre vie, Enrico, de pouvoir vous amuser de vous-même. Vous avez toujours eu un recul. Et puis, alors bon, on va le dire à nos auditeurs, on se connaît bien. J'ai eu le bonheur à quelques reprises d'écrire pour vous. Et puis surtout, vous m'avez fait un magnifique cadeau il y a quelques années. Vous m'avez amené avec vous en Israël faire votre première partie en Israël. Et c'est vrai que vous avez... Là, je le dis sans aucune flagornerie, vous avez une simplicité, un recul sur vous-même
qui fait, enfin moi qui me laisse pantois. C'est-à-dire que des faux modestes et des faux gentils, j'en ai rencontré beaucoup, mais des vrais comme vous, honnêtement, vous êtes un exemple pour moi. Bon, alors méfiez-vous parce que je vais changer. Hein. Non, surtout pas. Attention, hein. Enrico. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me poser des questions? On y va, on y va, allez. c'est parti. Je vous rappelle le principe de l'émission, vous le connaissez, les chansons de ma vie. C'est vous qui faites le programme, c'est vous qui nous avez demandé à réentendre certaines chansons qui ont jalonné comme ça votre parcours, un petit peu la bande originale de votre vie. Et votre premier choix, c'est une chanson de Georges Brassens. Vous aviez envie de réécouter Georges Brassens, et moi je vous propose de réentendre l'Auvergnat. Pourquoi Brassens? Expliquez-moi. Alors, Brassens, je l'ai connu il y a maintenant des dizaines d'années. On se voyait une fois par semaine, on allait au restaurant ensemble, Oui. au Hall, et on avait une bande de copains. Il y avait Raymond DeVos, D'accord. il y avait Jeff Kessel, André Asseo, Louis Nucera. Une On bande était qui une n'engendrait bonne- pas la mélancolie. Hein. Non, on aimait bien manger. Moi, bien à l'époque, rire. j'étais bien rond. Il n'y avait pas de problème pour moi. Je faisais ni régime, ni rien du tout. Je me régalais de manger avec eux. Et Georges Brassens, j'ai une anecdote exceptionnelle avec lui. Il me dit, est-ce que tu as apporté ta guitare? J'ai dit non. Il me dit, moi non plus, mais comment on peut faire? Parce que j'ai envie qu'on joue ensemble et qu'on chante ensemble. Moi, j'ai pas dit ni une ni deux. Je prends un taxi et je vais chez moi. J'apporte 2 guitares. Surtout que nous avions le même luthier, Favino. Alors, j'apporte les guitares et lui, il commence, il me chante Les gens du Nord avec l'accent de Sète. C'est magnifique. Ah, ça faisait comme ça. Les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Les gens du Nord. Mais c'était fabuleux. Vous deviez être ému. Ah oui, j'étais ému. Mais tout de suite, moi, comme j'adore Brassens. Brassens, j'ai pris la guitare et j'ai chanté avec l'accent pied noir. Elle est à toi, cette chanson. Toi, l'Auvergnat qui s'en façon. Voilà. Qu'est-ce qui vous touchait le plus chez cet homme qui avait l'air extrêmement discret, extrêmement pudique? Alors, ce qui me touchait le plus, c'est que c'était un grand poète, c'était un grand artiste, un grand compositeur, un très grand interprète. Il avait un charisme extraordinaire, il était d'une simplicité. Quand j'ai connu des gens comme ça, simples, j'ai pas le droit, moi, de changer de ma nature. Mais la simplicité, c'est ce qui fait l'apanage des grands, généralement. Voilà. Et qui s'assemblent Bien évidemment. Qui se ressemblent, s'assemblent, ou je sais pas comment on dit. Qui s'assemble, dis-moi Ouais. qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Voilà. Lorsque... Et puis ce qui m'a touché aussi, c'est que il aimait rire avec moi, avec Joseph Kessel aussi. Oui. Et puis alors, j'avais chanté les 2 guitares d'Aznavour. Dont on va parler tout à l'heure. Oui, les 2 guitares d'Aznavour. Et à un moment donné, pour lui faire plaisir, je chantais Echeraz, Ishoraz, c'est le refrain en russe. Oui. C'est du russe, hein, normalement. Enfin, Oui, et les gens pensent que c'est de l'arménien, mais c'est non, c'est du russe. russe. Et il a pris les assiettes et les verres, il les cassé sur sa tête. J'ai jamais vu ça. C'est des gens nature. C'était des gens nature. Et Raymond DeVos, alors n'en parlons pas, il n'arrêtait pas de charrier Georges Brassens. Et Georges Brassens n'arrêtait pas de plaisanter avec lui, quoi, aussi. Le Charles faisait des farces. Brassens, lorsque vous étiez adolescent, à Constantine, avant d'arriver en 61 en France, en 62 en France, vous l'écoutiez là-bas à la radio? Bien sûr, j'écoutais Brassens, surtout que avec mes copains étudiants, vous savez, Brassens, c'était le chanteur des étudiants, C'est des ça. intellectuels et tout ça. Un petit peu rebelle, un petit peu Mais contre anard, l'ordre établi. Un peu anard. C'est ça. Un peu anard. Et mais nous, on aimait ça. On aimait ça. Alors, on sait que vous avez grandi avec votre maître, votre beau-père, Raymond Léris, mais en matière de chansons françaises, on écoutait quoi chez vous? Chez vos parents? Qu'est-ce qu'on écoutait à la radio? Qu'est-ce que... Vous étiez bercé de quoi? On écoutait, moi je me rappelle, j'écoutais Jacques Brel. Oui, J'écoutais dont on va parler tout à l'heure. Beaucoup Charles Aznavour. Oui. Beaucoup. Dalida. Dalida, elle était une énorme vedette. Une lampe chez vedette, nous. bien sûr.
Et j'ai même ma première chanson que j'ai interprétée, c'était Bambino de Dalida. Voilà. C'était votre première chanson, ça? Oui. C'est-à-dire, pas ma première chanson que j'ai composée. J'ai Non, pas non, non, composé bien, Bambino. bien évidemment. Mais Mais la première chanson que vous avez jouée sur scène, oui, même pas sur scène. Je chantais pas encore sur scène. pour le cercle de famille. J'ai chanté à la radio de Constantine pour la première fois Bambino. C'est comme ça qu'on m'a connu. Voilà. Et très très honnêtement, Enrico, à quel moment le petit Gaston, qui est votre vrai prénom, à quel moment le petit Gaston s'est dit chanter, faire de la musique, je veux que ce soit ma vie? Est-ce qu'il y a eu quelque chose comme ça, une chanson, un facteur déterminant qui a fait que vous êtes parti là-dedans? D'abord, c'était à la foire de Constantine. Il y avait un radio crochet. Et je me rappelle, j'avais eu du mal à être autorisé à chanter dans le concours du radio crochet. Oui. Et finalement, j'ai décroché le droit de chanter, d'être candidat De concourir. au premier prix, de concourir. Et je me rappelle, lorsque j'ai foulé, il y avait 10 000 personnes, hein, Énorme. 10 000 personnes sur la place principale de Constantine. Et quand je suis rentré sur scène, j'avais tellement peur que mes jambes tremblaient sur la scène. C'était des planches en bois, comme ça. J'ai eu peur de tomber, mais Vous aviez quel âge là, 15, 16 ans? Non, j'avais 17 ans, 18 ans. Au sortir de l'adolescence, quoi. Ouais. Et je suis monté sur scène, je suis rentré, j'étais jusqu'au micro, avec ma guitare, bien sûr. Quand j'ai vu le public, bien sûr, j'étais impressionné, j'étais intimidé. Mais dès que j'ai commencé à jouer de la guitare et chanter, je suis devenu un autre homme. À ce moment-là, j'ai compris que j'en ferais C'était toute votre ma vie. vie. Toute ma vie, ouais. Et vos parents vous ont encouragé. Bon, votre papa était musicien, mais votre maman, elle l'a pris comment? Parce que c'est pas simple pour des parents de se dire qu'un fils va devenir artiste. Vous auriez pu être instituteur, ce qui était votre première vocation. Ma maman, elle a failli me casser la guitare, pas tellement je lui cassais les oreilles à la maison. La pauvre. Ma maman, non, elle était très, très, très gentille, elle me laissait faire ce que je voulais. C'est mon père qui était plus difficile pour moi, parce que il a beaucoup souffert pour être arrivé Oui. Là où il est arrivé comme grand violoniste de la musique arabo-malouse avec Tonton Raymond. Une référence, bien sûr. Et quand il a vu que je commençais à vouloir faire ce métier, en fait, Il a eu a peur. eu un peu peur. Parce qu'à l'époque, j'étais quand même encore étudiant. Il a eu peur que j'abandonne mes études pour la musique. C'est ce qui s'est passé aussi avec mon fils. Je lui ai dit à Jean-Claude, quand il a voulu faire de la musique, je lui ai dit, je veux que tu aies un diplôme d'abord. Et moi, je suis Ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Il est devenu avocat. Enfin, il n'a pas professé, mais il avait le diplôme d'avocat. Et là, je l'ai laissé. Oui, c'est normal. C'est Mais- un réflexe de parents. Vos parents ont eu le temps de voir votre papa vous accompagner longtemps sur scène. Ils devaient être super fiers de vous de voir ça, ce Oui, chemin-là. mais il était contre le fait que je fasse ça, mais d'un autre côté, il était pour. Parce qu'il il m'admirait énormément, il était fier de moi. Et puis il a pu faire avec vous toutes les plus grandes salles du monde. Oui. Vous l'avez amené Par partout. la suite, oui. Par la suite, j'ai introduit la musique orientale dans les variétés françaises et internationales. Bien sûr. Parce que je l'ai emmené de partout avec moi. Dans Elle le a monde voyagé dans entier. le monde entier avec vous. Sauf le Japon, parce que c'était trop loin. Il n'est pas trop tard. Hein. Bon, Non, mais il n'est pas trop tard pour vous pour aller. Ah, pour aller moi au Japon. j'ai été déjà. Ah, excusez-moi, d'accord, non, je parlais Non. pas de votre. Non, non. Non, je pensais que vous. Je parlais de mon papa, je l'ai pas. D'accord, non, amené non, avec je comprends, moi. Non, non, je pensais que vous disiez que vous n'avez pas été au Japon. Alors, pour moi, Non, pour vous lui, étiez allé à c'était trop plusieurs. loin, mais Bien pour moi, évidemment, ça pour va. votre papa, le pauvre, bien sûr, non, non. On parlait de Georges Brassens. Qu'est-ce qui le touchait chez vous? Parce qu'il a dû vous dire, c'était quelqu'un qui, même s'il était pudique, devait dire aux gens ce pourquoi il les aimait. Qu'est-ce qui le touchait dans vos chansons? Vous savez, quand j'étais à l'école, j'apprenais les grands classiques du théâtre. Oui, Et unité de lieu, unité de temps et unité d'action. oui. Il représentait tout ça sur scène. Il était tout seul avec la guitare, accompagné par un contrebassiste. Pierre Nicolas. Unité de temps, unité de lieu et unité d'action. Mais lui, lorsqu'il a parlé de vos chansons, qu'est-ce qui le touchait dans ce que vous ameniez?
Alors lui, il aimait beaucoup, il me l'a dit. Il m'a dit, il y a une chanson que j'adore de ton répertoire, à part les gens du Nord, bien Oui. sûr, mais c'était Malheur à celui qui blesse un enfant. Il était touché par cette chanson. Et puis je pense que ce qui devait aussi le toucher, c'est votre générosité. Il a quand même écrit avec l'Auvergnat, qu'on va entendre tout de suite, il a quand même écrit avec l'Auvergnat en prenant l'image même dans la croyance populaire de la radinerie. L'Auvergnat, il a fait la chanson la plus généreuse qui soit, enfin l'hymne à la Ben générosité oui, le plus... Et la générosité, c'est quelque chose que vous connaissez bien aussi. voilà, c'est bien, oui, c'est vrai ce que vous dites. J'avais pas pensé à ça. À l'Auvergnat, C'est la plus belle chanson sur comme la un solidarité. Écossais, comme un juif écossais. Effectivement, il a pris l'image Ouais, de la radinerie pour en ouais, faire la chanson, voilà. un hymne à la solidarité qui est absolument C'est la formidable. vérité, c'est la vérité. Et puis aussi, l'hymne aussi de tous les chanteurs débutants qui ne gagnent pas leur vie Et à encore, qui on tend la main, à genre. qui on tend la main, à qui on donne du bois pour se réchauffer, on donne du pain pour manger. Et c'est d'autant C'est- plus frappant voilà. quand cette main est tendue par quelqu'un que l'on dit qui est réputé être avare, quoi. C'est toute la beauté de cette chanson. Et la générosité, encore une fois, Enrico, vous n'en manquez pas et vous l'avez souvent, souvent chanté, souvent extrêmement bien chanté. Voilà, Brassens, c'était la simplicité même, mais c'était la générosité, la reconnaissance. Il n'était pas ingrat, il était reconnaissant envers ces gens-là. On l'écoute, cette chanson? Bien On sûr. l'écoute. L'Auvergnat, Georges Brassens, le premier choix dans ces chansons de ma vie d'Enrico sur Radio J. Enrico, vous avez conscience de ce que vous représentez dans la vie des gens? Vous avez conscience de ça ou vous imaginez quand même que pour beaucoup de gens, moi, je vais vous faire un aveu, pendant longtemps petit, j'ai pensé que vous étiez un tonton qu'on ne connaissait pas. Mais qui venait pas. Mais j'entendais, je parle de ça quand j'étais petit, après j'ai un peu compris. Mais quand j'étais gamin, on entendait tellement vos chansons à la maison, on parlait tellement de vous, vous étiez tellement la fierté de beaucoup, beaucoup de juifs d'Afrique du Nord qui arrivaient et qui essayaient de se faire un chemin en France, que à écouter mes parents, j'avais l'impression que c'était un oncle qui allait un jour frapper à la porte. Je suis pas le seul. Il y a des tas de gens de mon âge, et des jeunes et des moins jeunes, pour qui vous représentez ce membre de la famille. Est-ce que vous avez conscience de ça? Viens embrasser ton tonton, viens. Viens embrasser ton tonton, viens. Vous en avez conscience de ça ou pas? Si au bout de 60 ans, je m'en rends pas compte, alors c'est que c'est grave. Et c'est votre Non. fierté, ça? C'est une fierté, c'est une chance. Si je remercie le Dieu de m'avoir donné cette chance, de pouvoir rentrer dans la vie des gens, dans la vie quotidienne des gens et de représenter tout ça. Mais j'ai jamais... Je m'en vante pas, quoi. Je m'en vante pas. J'aime les gens, alors je leur rends. C'est un cadeau du ciel pour vous, tout ça? Oui. Oui, j'ai une destinée incroyable. C'est un Une fois, nous parlions ensemble chez vous un dimanche après-midi où on était en train de travailler ensemble. Je vous ai posé cette question et vous m'avez répondu, tu sais, moi j'y suis pour rien, c'est Dieu. C'est sûr. C'est sûr. Nous ne sommes que des filtres et où passent des messages envoyés par Dieu. Et c'est vrai que c'est Dieu qui a voulu. Vous savez que Dieu est en chacun d'entre nous. Quand il nous a donné à toute l'humanité entière, une étincelle de sa divinité dans notre tête. Il est en nous. Dieu est en nous. Il faut juste savoir le voir. Une parcelle de Dieu. Il faut juste savoir le voir et le reconnaître, quoi. Vous savez, quand on demande d'avoir du respect pour quelqu'un d'autre, Oui. d'aimer les gens, d'aimer un homme comme soi-même, ça veut dire respecter Dieu. Parce que Dieu étant... Bien sûr. Il est dans l'autre, chacun d'entre nous. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Enrico, moi je voudrais, avant qu'on passe à la suite de cette émission, je voudrais quand même rendre hommage à votre courage. Je disais que dans les années 60, pour tous les gens qui arrivaient, comme mes parents, et comme beaucoup de gens qui arrivaient d'Afrique du Nord, vous de Constantine, nous de Tunisie, vous avez été un exemple à une époque où c'était pas forcément évident de se revendiquer en tant que juif. Avant 67, même chercher un magasin cachère dans Paris, c'était pas facile. Il y avait, c'est vrai que la communauté juive a vraiment pris beaucoup d'éclat après la guerre des 6 jours, après la guerre de 67, où c'est devenu beaucoup
beaucoup plus à la mode, beaucoup plus tendance, pour prendre un mot à la mode, de s'affirmer juif. À une époque où c'était pas toujours évident de le dire, on vous voyait dans les manifestations, on vous voyait lorsqu'il y avait des manifestations de soutien à Israël, vous étiez dans la rue, devant les photographes, à une époque où j'imagine que vous auriez pu rester chez vous tranquille et justement faire oublier ce côté-là de votre personnalité. Bien sûr, j'ai jamais oublié d'où je viens et qui je suis et mes racines et mes origines et tout ça, j'ai jamais. Mais c'est mon devoir. C'est pas un compliment qu'on me fait. Faut un certain C'est courage pas- quand même pour le faire. Non, c'est mon devoir. Pourquoi? Parce que moi, j'ai toujours appris que il y avait plusieurs dimensions dans le judaïsme, dont l'État d'Israël. Oui. Parce qu'il n'y a pas que l'État d'Israël. Il y a la Torah, il y a la Gemara, il y a Il y a tout ce qui est la croyance, diaspora, bien sûr. la diaspora et aussi la terre d'Israël. Et quand Israël est en danger, eh ben, si la Torah est en danger, je vais pour la sauver. Et c'est pareil pour Israël. J'essaye de la sauver à ma façon, comme je peux. Et voilà, c'est tout. Ça vous a joué, j'imagine que ça vous a causé des problèmes. La Ligue arabe n'a pas dû être forcément joyeuse de voir vos prises d'opposition. Je pense que vous avez même été menacé à certaines Oui, parce périodes. que je vais vous raconter ça, c'est que j'étais en tournée au Liban pour la première fois, Oui, en 1963. C'était bien avant la guerre des Six bien Jours. sûr. Et j'avais fait un triomphe. Je ne savais pas que j'étais si connu que ça au Liban. Liban. J'étais très connu, alors que je chantais dans un petit cabaret. Le patron du cabaret me disait, me donnait des clopinettes comme cachet. Pour manger. Il me disait à la fin, tu verras, je t'augmenterai. Il m'a jamais augmenté. Mais enfin bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais en tout cas, j'ai rencontré un public merveilleux là-bas au Liban. Et il y avait un journaliste. À mon avis, il devait être envoyé par l'État libanais. Mais il se trouve que le patron du cabaret, c'était le fils du chef de la police de Beyrouth. D'accord. Et donc, il arrivait à être un paravent de tout ce qu'il pouvait penser de moi. Parce que moi, je demandais toujours à ce journaliste qui me suivait, à mon avis, c'était un espion. Oui. Et il me suivait, je lui demandais où est la synagogue de Beyrouth, des choses comme ça. Donc, ils ont compris que j'étais juif. Mais quand ça allait au-delà et en haut, c'était un petit peu... C'était lui il vous protégeait. C'était le bouclier, D'accord. c'était le père de Toros, le patron du cabaret. Et donc, j'arrive en France, au retour, Oui. je reçois une lettre. En de la 63, où vous commenciez déjà à être une vedette en France, en 63. Non. Non, j'ai quitté Non. mon pays, c'était pas déjà... Non, ça a commencé à être très connu à partir de 63, 64. C'est ça, 63, 64, d'accord. Presque. D'accord. Connu. Mais 5 colonnes à la une, c'était en quelle année? en 62. C'est en Mais, 62. mais j'étais pas connu. C'était les prémices C'est ça. de On commençait à vous écouter. la notoriété. C'était D'accord. le début. Alors, je reçois une lettre, parce que de la Ligue arabe, justement, on parlait de ça, me demandant d'écrire de ma propre main que je n'étais pas juif, Bah voyons. pour pouvoir continuer à faire le business avec moi. Mes disques, la scène, les trucs et tout, ça, Impossible. c'était impossible pour moi, d'écrire que je ne suis pas juif. J'ai écrit que j'étais juif et que je suis un enfant de tout pays. Et j'ai écrit tout le texte d'enfant de tout pays. Magnifique texte. Voilà. Pour bien leur montrer qui j'étais, quoi. Que je faisais pas de sectarisme, mais qu'on m'empêche d'être ce que je suis vraiment. Et Ça, du je coup, veux pas. et du coup, vous avez été blacklisté, j'imagine. Alors, automatiquement, j'ai été blacklisté et ils ont brûlé dans toutes les capitales arabes. Ils ont brûlé mes disques. Sympa. C'était, Dans un auto-da-fé, quoi. voilà. C'est comme ça que mon engagement pour Israël s'est renforcé. Et plus on nous persécute et plus on devient... Et plus vous y allez. Ouais. Moi je voudrais juste te dire un truc à nos auditeurs. Vous dites souvent que dans vos concerts, les Arabes et les Juifs font la paix. Je l'ai vu.
Je l'ai vu, je le disais en démarrant cette émission, vous m'avez fait le cadeau de m'amener avec vous en tournée en Israël. Et j'ai vu les Arabes et les Juifs, j'ai vu des Israéliens et des Palestiniens dans la salle chanter et danser à vos concerts. C'est vrai qu'il y a un endroit sur Terre où cette paix a été possible, c'est dans vos concerts. Et ça, je l'ai vérifié. Depuis longtemps sur scène, je réunis toutes les communautés. C'est vrai. Et c'est vrai que peut-être qu'en sortant, ils vont se taper dessus, mais moi... Mais là au moins, c'est une trêve. Sur scène, moi, j'ai réussi à faire cette paix ouais, qui semble aussi impossible. Je l'ai vu, la paix, dans mes salles de spectacle. On la voit, tout à fait. Enrico, dans votre émission, vous avez choisi de rendre hommage à Jacques Brel et de réentendre Jacques Brel. C'était qui pour vous le grand Jacques? Le grand Jacques, c'était un grand artiste, bien sûr, que j'admirais. Et puis, en plus, c'était un ami. C'était un ami fidèle. Parce quand on était en tournée, à chaque fois, lui, de son côté, il allait dans une ville, moi dans une autre. Et puis, à chaque fois qu'on pouvait se croiser, on dînait ensemble. Moi, je me rappelle d'une anecdote. Une fois, on a été dans une boîte de nuit. Oui. Et lui, il aimait boire du vin rouge. Alors, il avait son verre de vin rouge. Moi, j'aimais pas trop ça, mais à l'époque, j'ai bu un whisky. Et lui le vin. Et d'un coup, il me dit, tu danses? Vous deux. Il y a des photos de ça. Pas de photos. Et la boîte de nuit était vide. C'est pour ça qu'il a fait ce gag avec moi. Et on s'est levé et on a dansé ensemble. Mais j'imagine. Ouais, qu'est-ce que j'ai rigolé ce soir-là. Et il était fidèle. Il connaissait vos chansons? Il les chantait? Oui. Il avait un impresario qui est devenu le mien après. Cet homme qui vous a lié, qui est Charles Marouani? C'était Charles Marouani, pour lequel nous avons écrit ensemble une chanson qui s'appelle Jarlet. Oui, quelqu'un qui nous manque beaucoup. Voilà. Et à l'époque, c'était pas mon impresario, mais il m'aimait beaucoup. Et c'est Charlet qui a fait le lien entre Jacques Brel et moi. Et c'est devenu un très grand ami, à tel point que c'est Charlet qui m'a raconté que quand il est venu en France pour mourir, il a voulu que ce soit moi qui fasse sa nécrologie à la télé et à la radio. Ce que vous avez fait. Ce parcours digne d'un héros romanesque, cet homme qui, au sommet de la gloire, décide de partir sur un bateau et d'arrêter en pleine gloire. Il aurait pu chanter encore pendant 20 ans. Je ne parle pas de ses problèmes de santé, mais s'il n'avait pas été emporté par le cancer, il aurait pu chanter encore pendant 20 ans. Quand il décide d'arrêter, les salles sont pleines, ils vendent des millions de disques. Ça vous inspire quoi, ça? C'est digne de... C'est flamboyant comme démarche. Alors, vous savez que... Il faut quand même que je vous raconte cette anecdote réelle qui a un rapport avec l'arrêt de la scène de Brel. Il arrête en 1966. Il annonce à l'Olympia, pendant son spectacle, qu'il va arrêter. Le problème, c'est que moi, je passais juste après. Oui, à l'Olympia en vedette. À l'Olympia en vedette, juste après lui, après son programme. D'accord. Et comme lui, il savait que ça allait être difficile pour moi, parce que tous les médias étaient concentrés sur le départ de Jacques Brel, et pas concentrés sur le spectacle d'Enrico Macias, et j'avais rien à annoncer. Peut-être que si j'avais dit que j'arrête... non. Même ça serait passé au-dessus de nous. Alors, j'ai pas voulu arrêter à cause de ça. C'était trop tôt, Enrico, c'était trop tôt. Jusqu'à 120 ans. Quand il arrête... Il sait que ça va être difficile pour moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Je suis resté 1 mois à l'Olympia, tous les soirs. Il venait, c'est lui qui m'encourageait à monter sur scène. Il venait pour m'encourager. Un ami, un vrai. Un vrai ami. Voilà. Sans rire, il vous est arrivé parfois de penser à arrêter? Il y a une vingtaine d'années, j'avais lu ça dans une de vos biographies, qu'à un moment vous disiez que vous aviez plus, dans les années 90, vous aviez plus très 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 envie de chanter. Et j'avais lu ça. Et dites-moi si je dis des bêtises. C'est un peu vrai parce que j'ai eu mon inspiration, c'est un peu arrêter. Tari, elle était complètement tarie. Même si j'avais des amis comme vous
qui pouvaient m'inspirer un peu plus. Vous en aviez d'autres aussi. Non. Mais non, mais j'avais... Non, mais je ne pouvais plus. Je voulais arrêter aussi. On vous imagine mal sans votre public. On vous imagine mal sans scène. Mais même moi, j'aurais été très malheureux quand je me réveille le matin et que je sais que j'ai une émission comme aujourd'hui, par exemple. Mais sur scène, vous êtes un autre homme. Je vous ai vu, voilà, on va pas dévoiler, mais à Jérusalem, vous êtes arrivé, vous étiez fatigué, vous aviez mal dormi, vous êtes monté sur scène, vous avez fait un concert flamboyant. Mais c'est à cause de vous que j'étais fatigué. Vous m'avez fait faire une émission, là, vous m'avez fait marcher dans toutes les rues de Tel Aviv et tout ça, j'allais mourir. Non, mais je rigole. Vous m'aviez engueulé sur l'âge. Non, je l'ai fait de bon cœur. Je sais, et je vous taquine. Mais c'est vrai que la scène, c'est votre médicament, c'est votre oxygène. Oui. Toutes les épreuves que j'ai eues dans ma vie, c'est grâce à la musique que j'ai pu tenir le coup. Mais quand j'ai perdu mon frère, quand j'ai perdu tonton Raymond, quand j'ai perdu Suzy, quand j'ai perdu les êtres chers, des amis intimes, quand j'ai eu même quand j'ai eu le Covid, oui. Heureusement que j'avais la guitare pour Puis en plus, c'est vrai qu'on vous imagine pas prof de mathématiques, on vous imagine pas instituteur. Honnêtement, je pense que vous auriez amusé les gosses. Enrico, cette chanson, elle a 60 ans, ne me quitte pas. Vous expliquez comment qu'une chanson comme ça n'ait pas pris une ride. Plus exactement, c'est quoi votre définition d'une bonne chanson? Une bonne chanson, c'est une chanson qui est diffusée à un bon moment, oui, presque qui est attendue par le public. Et que nous devinons que le public va être impatient de l'écouter parce que c'est le moment. Il faut trouver le moment pour faire une bonne chanson. Vous l'avez ressenti souvent, ça? Il y a des chansons dont vous pouvez nous donner les titres où vous dites celle-là, j'étais sûr que ça allait marcher. Par exemple, Mon cœur d'attache. Oui. Je savais qu'elle allait marcher. Mais si c'était Mon cœur d'attache, si j'avais fait en premier, n'aurait jamais marché. Parce qu'il y a eu d'autres chansons avant qui ont existé. Oui. Vous saviez que c'était le bon timing. Oui, parce que une chanson, si c'est pas le bon moment, on peut pas. Et il y a à l'inverse des chansons auxquelles vous croyez beaucoup et qui malheureusement n'ont pas rencontré le public, comme on dit. Il y a des titres comme ça, il y a des chansons sur vos albums que vous sentez un peu comme des enfants qui n'ont pas été aimés assez, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça a existé. Par exemple, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Le grain de sable. Qui est magnifique. Vous la connaissez? C'est bizarre que vous la connaissiez. Le grain de sable, c'est une chanson que vous avez... Alors dites-moi, je ne connais pas tout par cœur, mais il me semble... Vous ne l'avez pas remise sur votre dernier album? Vous ne l'avez pas remise sur votre dernier album? Non, c'est Le grain de blé, vous confondez avec le grain de blé. Ah, je confonds avec le grain de blé. Grain de sable, grain de blé, mais j'ai le grain qui était bon quand même. Le grain était bon. Mais Le grain de sable, c'est une chanson que je découvre moi-même maintenant, qui n'a jamais marché, n'est jamais passée à la radio, et que j'ai l'intention de ressortir parce que je vais vous la fredonner en vitesse. Allez-y. Hein? Allez. C'est « Je suis un grain de sable posé sur l'univers, un simple grain de sable fait de sang et de chair. Avec son cortège de peine, avec ses jours meilleurs, un passant qui se promène, un modeste voyageur. Au milieu de gens qui s'aiment, parmi les gens qui ont peur. C'est magnifique. Si je sais jouer de la guitare, vous savez faire pousser les fleurs. Même si parfois nos routes se séparent, nous avons le même cœur. Je suis un grain de sable, posé sur l'univers, comme tous mes semblables, rien qu'un grain de poussière. Ne croyez pas que je sois fort. Après, je me rappelle plus. Bon. Là, vous venez de nous faire un cadeau. On a maintenant une version inédite de cette chanson. Elle date de quand, cette chanson, le grain de sable? Oh, ça fait longtemps, hein, parce que je me rappelle en Israël, elle marchait déjà, je crois que des années 80, je crois. Même avant.
Écoutez, merci pour ce cadeau. Un autre cadeau qu'on va se faire ici et qu'on va faire à nos auditeurs, c'est d'évoquer la mémoire de quelqu'un que vous aimiez beaucoup, quelqu'un que vous avez souvent chanté d'ailleurs, c'est Charles Aznavour. Vous avez souvent chanté les deux guitares. À mes débuts, j'avais quelques chansons de moi, et ces chansons-là, elles n'étaient pas suffisantes pour faire un show, un spectacle, Oui, un tour de chant. Et évidemment, pour compléter mes chansons que j'interprétais déjà, c'était, je me rappelle, Adieu mon pays, bien oui, sûr, Par ton premier baiser, oui. et Chiquita. Et puis une ou deux autres, je ne me rappelle plus. Et les chansons d'Aznavour, c'était les deux guitares et Esperanza. Oui, À l'époque, il n'avait pas encore écrit La Mama, à l'époque, quand j'ai débuté. bien sûr. Et donc, je chantais les deux guitares à la fin de mon tour de chant. Je Et faisais c'est un vrai que c'est une triomphe. chanson qui vous va très bien en plus. Oui, C'est une chanson bah, que vous auriez pu et écrire. pour les 85 ans de Charles Aznavour, pour son anniversaire, Oui. il m'a demandé de venir la chanter. Et nous avons dans YouTube Oui, un extrait de cette émission où je chante les deux guitares. qui est magnifique. Et Charles Aznavour, quand il m'écoutait, il était en face de moi, il pleurait. Il avait un immense respect pour vous. Non seulement un respect, enfin le respect, c'est moi qui l'avais pour lui. Mais en plus, C'était un respect j'étais son réciproque. fan. Avant que je ne devienne chanteur, j'étais son fan numéro un. Et c'était un exemple pour vous, ce monsieur. Oui, un exemple à tout point de vue. Justement, Et pourquoi? d'abord pour la rigueur. Deuxièmement, pour l'écriture. Pour passer des journées entières pour qu'il n'y ait aucune faille dans son écriture. Il travaillait comme un fou. Oui. Même ses musiques, même s'il a travaillé beaucoup avec Garavarens, Oui. Mais Georges Garvarens, oui, bien sûr. c'est un grand auteur, c'est sûr. Ses chansons d'amour, on n'a jamais pu faire mieux. C'est sûr. Sauf, bon, évidemment, Ne me quitte pas, ou d'autres chansons d'amour, mais quand même, les chansons d'amour d'Aznavour. C'est incontournable. Voilà, comme moi, je suis le chanteur de la fraternité, lui, c'est le chanteur des chansons l'amour. d'amour. Quoi. Ce qui est très étonnant, et ça vous le savez sûrement, Enrico a 94 ans, 94 printemps, il mettait son réveil le matin. Il se levait tous les matins à 6 heures pour écrire. Il écrivait tous les matins, mais vraiment, réellement, il nous a quittés, il avait 7 cette albums. passion. Il avait 7 albums d'avance. Ah oui. Il avait 7 albums prêts d'avance. Oui, oui, En c'est partant, vrai. 7 albums écrits, quoi, dans ses cahiers. Le travail, c'était On vraiment... parlait de respect, il y avait un respect mutuel, évidemment, mais il avait beaucoup d'affection pour moi. Comme Un petit frère. Comme un grand frère. C'est ça. J'ai failli dire comme un père, mais c'est comme un grand frère. Et un jour, il m'a attrapé, quand j'ai eu mes problèmes avec des histoires d'argent, Oui. de banque et tout, il m'a attrapé en face, comme ça, et il m'a dit, raconte-moi ce qui s'est passé. Je lui ai raconté toute l'histoire. Et il m'a dit, tu sais, Enrico, tu vas rebondir. Tu sais pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas quand tout va bien. Quand ça va mal pour toi, les gens vont t'aimer encore plus. Et ça, je m'en rappelle toute ma vie de ça. Et puis, il y a quelque chose qui est assez marquant chez lui. Voilà quelqu'un qui, au début de sa carrière et pendant des années, a été massacré par toute la critique. On l'a traité de tous les noms, on disait qu'il ne devait pas monter sur scène, que c'était un nain, que c'était un gnome, que sa voix était la voix d'un enroué. Et malgré ça, il a tenu contre vents et marées. Ça, c'est quelque chose que vous avez en commun avec lui, cette volonté. Oui, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais lâché, même avec Comme les vous critiques. Comme vous? Oui, enfin, moi j'ai pas eu... Non, vous n'avez pas eu J'ai ça. pas eu les problèmes de Charles. Si, je les ai eus pendant les 2 premières années, après mes débuts. Oui. Mais on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Les gens... Bon, j'ai eu des critiques, évidemment, bien sûr, mais pas autant que celles de Charles. Charles, il en a énormément souffert. Et il avait une façon de rebondir, Mais c'est ça un grand de artiste tenir. pour vous, c'est cette volonté-là, c'est ça qui fait le bois des grands artistes. Moi, je compare un grand artiste un peu à un grand boxeur. Parce que c'est quand on reçoit des coups et qu'on finit de gagner par KO, croyez-moi, c'est pas facile. Et puis un grand artiste, c'est aussi quelqu'un qui croit en lui.
Vous m'avez raconté un jour cette anecdote lorsque vous n'aviez pas un sou et que vous étiez avec votre épouse et que vous passiez à pied devant boulevard Comartin, avenue Comartin, et que vous voyiez l'Olympia et que vous disiez à Suzy, tu verras un jour, on me verra ici en vedette. C'est Ça, vrai. je vous ai attendu le... Même Suzy, elle me disait, mais je crois que c'est complètement fou. Elle racontait à tout le monde que Son mari, je ne sais pas si on était mariés encore. son fiancé. Son fiancé, il est complètement fou. Il croit qu'il va chanter. Quand je voyais des posters de Guy Béard ou de Charles Aznavour, je disais, tu verras, j'aurai des posters comme ça, tu verras. Mais j'imagine que c'était une prophétie de ma part, sans le vouloir, quoi. C'est votre force, ça, Enrico, d'avoir toujours cru en vos rêves? C'est pas tellement de croire en mes rêves. Les rêves se réalisent parce que ma passion est telle pour la musique que je m'en foutais de réussir ou pas. Pourvu que je chante, même de partager avec le public, avec des gens. C'est votre oxygène, ça. Voilà, même si c'est avec des amis, du moment que je chantais tous les soirs, tous les jours, dans un cabaret ou dans ma cuisine avec des amis, non. Pourvu que je chante. Je faisais de la musique, voilà. J'étais un boulimique de la chanson, de la musique, et c'est tout. C'est tout. Mais c'était pas... Je calculais pour moi de dire je vais arriver, je vais chanter à l'Olympia. Quand j'ai dit je vais chanter un jour à l'Olympia, c'était une façon de satisfaire ma passion, de dire, tu vois, si je suis comme ça... Et puis de prendre un pari avec vous-même aussi, sûrement. Oui, c'était de prendre un pari. Je disais, Suzy, tu te rends compte? Tu as vu ces gens-là, ils ont un poster sur les murs. Moi aussi, j'aurai mon poster. Moi aussi, j'aurai mon Olympia. Moi aussi. Et vous l'avez eu, et vous les avez eus. Et je les ai eus. Mais tout le monde me prenait pour un fou à l'époque. C'est bon d'être fou, vous savez. Il n'y a que les fous qui sont vraiment intéressants. Quelqu'un qui a rêvé son destin et qui l'a vécu, quelqu'un que vous aimiez, que nous aimions, Charles Aznavour, les deux guitares, on l'écoute. Enrico, toujours dans ces chansons de votre vie, on vient d'écouter avec bonheur Charles Aznavour, ces chansons donc, qui sont la bande originale de votre existence. Vous avez choisi une grande interprète pour qui justement Charles Aznavour a écrit des chansons. Il a aussi été son secrétaire, c'est Madame Edith Piaf. Oui. J'ai connu Edith Piaf, elle était déjà très malade quand je l'ai connue. J'ai connu aussi son dernier mari, Théo Sarapo. Théo Sarapo, parce que Théo Sarapo était en tournée avec moi. Oui. Elle était en tournée avec moi. Et je me rappelle que Edith Piaf, lorsqu'elle allait, c'est moi qui l'accompagnais avec Théo Sarapo pour la montée entrer sur scène. Pour entrer, parce qu'elle avait du mal à marcher. Et dès que le rideau s'ouvrait pour qu'elle... hop, elle allait jusqu'au micro, une autre comme femme. un oiseau. Elle s'envolait pas, mais je veux dire... Mais c'était de la folie. J'avais jamais compris ça. Elle vous a beaucoup encouragé à vos débuts, Piaf? Edith Piaf, une fois, je la rencontre dans les escaliers de la maison de disques. Nous étions les deux dans la même maison. Pathé Marconi. Pathé Marconi, à l'époque. C'était rue Lord Byron. Dans le 16e. Dans le 16e, je me rappelle. Et je monte les escaliers et je rencontre Edith Piaf. Et son directeur artistique me raconte par la suite, et elle a demandé qui c'est ce jeune homme pour moi. Et je l'avais, je sais pas, elle m'avait trouvé sympa, oui. Quoi, tu vois. Et le souvenir magnifique que j'ai d'Edith Piaf, c'est que le premier spectacle qui a été arrangé par Eddie Marouani, mon premier impresario, c'était à l'ancienne Belgique. Salle mythique. Voilà. Et moi, je passais à l'ancienne Belgique en vedette américaine d'un groupe de gitans, des gypsies. Oui. Et elle disait, elle n'avait pas parlé des gypsies, mais elle a vu Enrico Macias, elle s'est rappelé qu'elle m'avait rencontré dans la maison de disques. Dans la maison de disques. Et elle a dit au public, moi je l'ai appris quand je suis arrivé à Bruxelles, à l'ancienne Belgique, elle a dit, retenez bien le nom d'Enrico Macias, il va faire une énorme carrière. Prémonitoire quand même. Elle avait le flair. Hein. Elle avait du pif, la dame. Elle avait le flair. Et ça, j'ai jamais oublié ce qu'elle a fait pour moi. Parce que
Ça m'a beaucoup aidé. À l'ancienne Belgique, j'ai fait un triomphe à cause de ça. Parce que les gens ne me connaissaient pas. Grâce à elle. Vous auriez aimé écrire pour elle? C'est quelqu'un qui aurait pu vous inspirer? Je ne veux pas parler de Mireille Mathieu par rapport à Édith Piaf, mais quand Édith Piaf est partie, j'ai écrit une chanson pour Mireille Mathieu. Malheureusement, c'était Mon cœur d'attache. D'accord. Non, c'était Les millionnaires du dimanche. Les millionnaires du dimanche, Les d'accord. millionnaires, je voulais qu'elle le fasse, elle. Puis Johnny Stark n'a pas reçu la chanson, ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous l'avez chantée, vous? Je l'ai chantée moi. C'est pas plus mal. Heureusement, parce que j'en ai fait un triomphe. Vous avez parfois écrit pour les autres. Je pense à Annie Cordy, pour qui vous avez écrit. Oui. Je pense aussi à Marcel Amont, je crois que vous avez écrit pour lui. Oui. Mais c'est une discipline que vous n'avez pas souvent exercée. Par manque de temps, par... C'est-à-dire que... C'est pas que je sois égoïste et que je n'écris que pour moi, c'est pas vrai. Mais une bonne chanson, on a parfois envie de la garder. Quand on me demande si on s'intéresse à moi comme auteur-compositeur, j'écris pour les autres. Ça s'est fait par hasard, parce qu'on m'a demandé. Je comprends. Sinon, moi, je vais pas chercher les chanteurs pour leur dire je vais vous faire une chanson. Bien sûr. Et à l'inverse, lorsqu'on vous amène des chansons, vous êtes... dans la majorité des cas, à part quelques exceptions où Claude Morgan a composé avec vous, a composé seul, vous êtes toujours le compositeur de vos chansons, extrêmement souvent. Qu'est-ce qui fait que vous adhérez à une chanson qu'on vous amène, à un texte qu'on vous amène ou pas? Est-ce que vous le savez tout de suite, vous avez l'instinct tout de suite de vous dire ça c'est pour moi, ça non, et ça c'est pas pour moi? Oui, j'ai l'instinct. Tout de suite? Oui. Ouais, par exemple, aujourd'hui j'ai reçu un coup de téléphone d'une fille qu'on ne voit plus sur scène, oui, mais... qui a eu des problèmes de santé, qui a eu des problèmes dans sa vie privée. Elle s'appelle Chantal Gallia. Oui, bien évidemment, une grande imitatrice. Elle m'a écrit 3 textes qu'elle m'a envoyés sur mon mail. Oui. Et je vais vraiment les écouter avec plaisir et bienveillance. Pas pour faire plaisir, mais... parce qu'elle écrit très bien. Elle écrit très bien. Elle avait, en tant qu'imitatrice, c'était une des rares imitatrices femmes dans les années 70 et 80. Elle avait un talent fou, cette fille. Elle a un talent fou. Et elle, sa vie, c'est l'écriture. Elle me l'a dit tout à l'heure au téléphone. Elle m'a dit que sa vie, c'était l'écriture. Enrico, on va donc écouter celle qui vous avait prédit une grande carrière. Édith Piaf, vous avez choisi l'hymne à l'amour. Pourquoi cette chanson-là? Parce que c'est un hymne aux chansons d'amour. Eh bien, on l'écoute alors. Édith Piaf, l'hymne à l'amour, le choix d'Enrico dans ses chansons de ma vie. Édith Piaf a chanté l'hymne à l'amour, bien sûr. Puis il y a une autre chanson qui a fait le tour du monde, chantée par Piaf, une chanson de Charles Dumont et Michel Vauquer. C'est Je ne regrette rien. Vous avez des regrets, vous, aujourd'hui? Dans vos choix politiques, parfois, il y a des choses que vous vous dites, si c'était à refaire, je ne referais pas. Tout ce que j'ai fait, je ne regrette pas. Je l'ai fait... Je ne suis pas le genre à dire j'aurais jamais dû faire ceci ou faire cela. Même, quand je me suis engagé, ça a été dans la spontanéité, ça a été sans calcul, que ce soit dans la politique ou que ce soit dans mon engagement pour Israël ou que ce soit pour mon engagement pour la fraternité entre tous les êtres humains comme enfants de tout pays et tout ça. La seule chose que je regrette, c'est mes proches qui sont partis. Bien sûr. Mais de notre côté, je ne regrette pas parce que, comme je suis sur le chemin, moi aussi, j'ai quand même 82 ans. Jusqu'à 120 ans, Enrico. Non, merci, d'accord. Mais enfin bon, je sais que tu me souhaites encore une longue vie, mais même moi, je souhaite de vivre encore plus longtemps pour jouir de ma famille, de mes proches. Quoique je sais qu'après la vie, il y a aussi une autre une dimension, une autre vie. Certainement. Parce que sinon, j'ai tellement aimé ma femme, tellement mon frère, tonton Raymond, Charles Aznavour, Jacques Brel, Édith Piaf, que c'est pas possible que je ne les rencontre pas après. Pas possible. Enrico, vous avez eu tous les honneurs, vous avez eu tous les succès que l'on peut souhaiter à un artiste. C'est quoi votre prochain rêve? Le prochain rêve qu'il vous reste à assouvir, c'est quoi?
D'abord, c'est de durer comme je le fais maintenant, c'est-à-dire d'être toujours en haut de l'affiche et de... J'ai l'impression que vous avez même une toute nouvelle génération qui est en train de vous découvrir. C'est vrai, c'est vrai. Donc ça me donne De l'élan. de l'élasticité. De l'allant et de l'élan. Enrico, votre dernier choix, je suis un petit peu embêté. C'est une chanson que vous avez choisie, une de vos chansons, qui s'appelle Jérusalem, j'ai froid. Et cette chanson, je la connais bien. Alors, vous allez nous dire pourquoi vous l'avez choisie. J'aime beaucoup cette chanson parce que c'est une chanson prémonitoire. Elle a été écrite pour la musique par moi-même. Je commence par moi. Hein. Vous avez raison. Et les paroles par celui qui est en face de moi, par Fred Zetoun. Et cette chanson, c'était avant l'arrivée des Russes en Israël. Quelques mois avant. Jérusalem, j'ai froid. Quelques mois avant. Quelques mois avant. Et moi, j'ai été mandaté par les Israéliens pour aller chercher les nouveaux... comment on les appelle? Les refusniks. C'était des refusniks qui sont devenus des Olé Hadash. Des Olé Hadash, voilà, c'est ça que je cherchais. Les Olé Hadash. J'ai été jusqu'à Vienne pour les accueillir et les mettre dans l'avion pour les emmener en Israël. Les Tcharansky, tous ces... Et à leur arrivée, j'ai chanté la Tikva avec l'orchestre de l'armée israélienne de Tzahal, et j'ai chanté pour eux. Et c'est marrant que Jérusalem, j'ai froid a été le déclic. C'est vrai. Ça a été le déclic. Mais je suis content qu'on le réécoute. Je vous demande aux auditeurs de réécouter cette chanson et de l'intégrer dans le patrimoine dans notre patrimoine de chansons, de chanteurs. Et vraiment, c'est une chanson qui a été prémonitoire. Alors moi, merci beaucoup de ce que vous dites sur cette chanson. Moi, je voudrais raconter, je suis pas là pour parler de moi, mais cette chanson, alors elle a été très très importante, bien évidemment, pour tous les refusniks, tous ces êtres qui souffraient en ex-Union soviétique, mais pour moi, elle a été aussi importante, et vous ne le savez pas. Vous êtes le premier à qui, la première énorme vedette à qui j'ai écrit une chanson. Et mes parents, je suis avocat de formation, et mes parents avaient très peur pour moi, en me disant, mais arrête tes bêtises, écrire des chansons, chanter, mais oui, bien sûr, elle va faire ce que vous disiez tout à l'heure pour votre fils Jean-Claude, et passe ton diplôme d'abord. Et lorsque vous avez chanté cette chanson, et vous ne le saviez pas, je suis venu vous voir dans les coulisses, mon papa était quelqu'un de très discret, de très effacé. On dirait que vous le saviez. Vous êtes allé vers lui et vous lui avez dit « Monsieur Zetoun, le petit, il faut le laisser écrire. » Mais vous ne le saviez pas en disant ça, mais vous m'avez donné le passeport et pour l'écriture. Vraiment, c'est cette scène, je pense que jusqu'à mon dernier jour, je la reverrai. Mon père ne voulait pas venir dans les coulisses. C'était quelqu'un de discret. Je l'avais amené à votre Olympia où vous chantiez cette chanson, où vous aviez en plus la gentillesse de citer vos auteurs tous les soirs, ce qui est rare. Et vous lui avez dit ça. Et du coup, il a été soulagé et ils m'ont plus... ennuyé est un bien grand mot. Ils ne m'ont plus sermonné en me disant mais attention, fais des études. Enrico elle leur avait dit que j'avais peut-être quelque chose à faire dans l'écriture et ça a été et c'était bon pour eux. Donc voilà, vous m'avez donné mon passeport pour l'écriture. Donc cette chanson, pas, mais vraiment je suis ravi. Moi aussi je fais des choses prémonitoires. Et vous portez chance. Et je porte chance, oui, c'est vrai. On l'écoute. Enrico Macias, Jérusalem, j'ai froid. La 5e et dernière chanson de votre choix, Enrico, et de ces chansons et de votre vie. Enrico, là, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manque le plus? On va vous laisser repartir. On a passé une heure formidable en votre compagnie. J'imagine que ce qui vous manque le plus, là, maintenant, c'est un gala, c'est un concert. Faire des concerts. Et reprendre à faire des concerts comme je faisais avant. Pas pour l'argent, mais pour moi, pour mon moral, pour tout, quoi. Pour votre bien-être, quoi. Ouais, pour mon bien-être. On vous le souhaite et au plus vite. Enrico, merci 1000 fois d'avoir fait ce détour par notre studio. C'était un plaisir de vous avoir. Merci Fred. Un plaisir pour nos auditeurs, ça je le sais, un plaisir personnel. Excusez-moi, mais je vous appelle Fred. Bon bah... Ouais, je t'embrasse. Je t'embrasse, merci. Je t'embrasse, Enrico. Merci. Bye bye, merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.